Bon, donc je vais vous présenter dans ma présentation les ouvrages un petit peu plus simples, un petit peu plus qui reviennent un petit peu plus souvent, soit les chutes en rocher, les protections de sortie de drainage, les ponceaux à valoir, puis on va parler un petit peu des rizibernes aussi qui sont souvent combinés à ces genres d'aménagements-là. Donc, on va commencer par les protections de sortie de drainage. Les protections de sortie de drainage pour être admissibles. Il faut que ce soit des protections de sortie de drain qui ont été installées avant 2008. Après ça, ça devient la norme que les sorties de drainage sont protégées par les entrepreneurs en drainage. Euh, c'est sûr que souvent, quand on fait la protection, en même temps, il peut y avoir un remplacement de sortie de drainage qui est fait. Dans ces cas-là, ça va être seulement la protection qui va être admissible, c'est-à-dire la pierre, le temps pour faire la protection, le géotextile. Mais tout le reste, la quincaillerie, la main-d'œuvre pour changer la sortie, ça ne serait pas admissible. Il existe des fiches techniques là, sur ça, sur comment aménager des sorties de drainage. Il y a des dessins et des plans types aussi, comme Hélène a présenté dans sa présentation, qui sont disponibles. Alors, pour les protections de sortie de drain, avant la visite, qu'est-ce qui est important, c'est de bien se préparer. Puis ça s'applique partout, là. Dans le fond, c'est bien important de sortir toute l'information qu'on a. Est-ce qu'il existe des plans de drainage? Si oui, on les consulte, on peut les voir sur InfoSol. On discute avec le producteur pour qu'il nous indique sont supposés être où environ les sorties de drainage. À chaque fois qu'on voit une sortie de drainage, on évalue l'état. Autant est-ce qu'elle nécessite une protection, est-ce que la protection est faite, est-ce que la sortie elle-même est à changer. Puis en même temps, on va mesurer le diamètre de la sortie parce que tant qu'à être là, ben, c'est pas plus long d'indiquer, exemple, quelle sortie serait à changer puis quel diamètre euh, elle est. Comme ça, ben, le producteur, même si c'est pas subventionné, ben, il va être capable de mieux se préparer à ses travaux. Puis quand on va avoir les mains dedans, on va avoir tout en main pour réaliser. Est-ce qu'il y a un panneau d'identification? C'est quelque chose qu'on cherche à avoir parce que souvent les sorties de drainage, après plusieurs années, ça devient difficile de les localiser. Fait qu'un panneau d'identification, c'est très important. Autant par rapport au fond du cours d'eau, pourquoi j'ai indiqué ça, c'est on souhaite que la sortie de drainage ne soit pas trop haut dans le talus par rapport au fond et qu'elle ne soit pas trop basse non plus. Fait que c'est sûr que si c'est une sortie qui est pas à remplacer, ben on viendra pas ouvrir la sortie de drainage pour la placer à la bonne hauteur. Mais si, exemple, on a un remplacement qui est à faire, ben, des fois, on a la possibilité de descendre un petit peu la sortie de drainage, la mettre plus basse, ce qui fait que ça va faire des plus petits enrochements, donc des moins gros travaux, des moins de risques d'érosion par rapport à ça, moins de pierres, etc. Ce qu'on regarde aussi quand on fait notre visite, c'est est-ce que la sortie de drainage est située à un endroit où il y a une concentration d'eau de surface. Donc, qu'est-ce qui ferait que on pourrait dire, je vais faire, oui, ma protection de sortie de drainage, mais je vais la faire à même une chute en rocher, exemple, la chute en rocher, on va voir plus loin, mais c'est un ouvrage qui va nous permettre de capter de l'eau de surface. Fait que c'est toujours mieux quand on est capable de combiner les deux. Puis on sait que les sorties de drainage sont souvent installées dans les points bas du champ. Donc, c'est bien possible qu'une combinaison soit à faire. J'ai mis quelques photos, là, vous allez voir ça durant toute la présentation, là, d'exemples. On voit ici des sorties de drainage qui sont en acier. Souvent, quand on voit en acier, ça nous donne un indice que la sortie est à changer parce que c'est pratiquement impossible qu'une sortie en acier aujourd'hui soit en bon état. C'est plus utilisé depuis de nombreuses années. Des fois, il n'y a carrément pas de sortie. Il y a eu une grosse érosion. Tout a défait. Euh, des fois, c'est seulement fait en partie, comme on voit ici. Puis, on voit aussi
une sortie de drainage qui est abîmée. Fait que des fois, on pense qu'elle est correcte, la sortie, mais quand on la sort de là, on voit là, par en dessous, ça a commencé à éroder, une sortie en acier. Des gros risques d'érosion dans ces cas-là. Là. Il y a tout le temps un petit peu d'eau qui coule au fond de la tranchée. Pendant les travaux, bon, la première étape, c'est tout le temps de faire le changement de la sortie s'il y a un changement qui est à faire, comme j'ai dit plus tôt. Puis, s'il y a un changement qui est à faire, ben, on va aller placer, si on peut, si c'est possible de le faire. Là, on ne changera pas les pentes du système de drainage. Mais si c'est possible de le faire, on va placer la sortie à environ 0,3 mètres du fond du cours d'eau, qui va nous assurer que même si le cours d'eau sédimente, la sortie ne sera jamais ensablée, disons. Après ça, ben, on commence à. Quand je dis on commence, c'est l'entrepreneur, évidemment. Là. Mais on creuse une clé d'ancrage dans le fond du cours d'eau, plus bas que le fond du cours d'eau, environ 0,3 mètres. On monte, on creuse dans le talus jusqu'à un pied plus haut que la sortie de drainage pour faire une petite tablette. Je vais mettre ma flèche là, en même temps. Là. Fait qu'une petite tablette ici pour venir asseoir le géotextile. Quand on excave, on met toujours, j'aime toujours mieux qu'on excave plus large que la bande de géotextile qu'on va installer. Pourquoi? Parce que je vais être certain qu'une fois l'enrochement, la protection réalisée, je ne vois pas de géotextile à l'air, si on veut. Là. Je veux vraiment que le géotextile soit coincé avec de la terre ou de la roche partout. Fait que si j'excave plus large, je vais être capable de mettre une petite bande de terre ou de pierre par-dessus le géotextile. Donc, je vais m'assurer qu'il est bien ancré de partout. Fait que c'est ça. La dernière étape de cette diapo-là, c'est de placer le géotextile. Quand on installe le géotextile, évidemment, il faut faire un petit trou pour la sortie de drainage. On ne fait pas un trop gros trou. J'aime mieux que ça soit plus. Il faut vraiment que ça soit étanche. Fait on est mieux de le faire un petit peu plus petit. Si on n'est pas certain, juste agrandir au minimum. Puis je veux que ça soit étanche parce que je veux pas qu'il y ait de l'eau qui puisse passer en dessous ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit étanche. C'est super important. Bon, fait que là, notre géotextile, il est placé à la bonne place. On a fait passer notre sortie de drainage dedans. Là, on peut commencer à placer la pierre. Quand je dis placer une couche de pierre, c'est carrément tout ce qu'on voit en géotextile. On va placer une couche de pierre par-dessus, bien compactée. On va le voir un petit peu plus loin, mais généralement, pour ces genres d'ouvrages-là, de la pierre 4 à 8 pouces va être suffisant. Donc, 4 à 8 pouces, si on met une épaisseur de pierre, ben, on va penser peut-être un 0,3 mètre d'épaisseur bien compacté. Si on a changé la sortie de drainage avant, ben, on va venir couper la sortie de drainage à la même égalité que le niveau des pierres. Parce que je ne veux pas que la sortie de drainage sorte trop loin dans le cours d'eau, ce qui va faire qu'il va comme avoir un effet de canon avec la sortie de drainage qui pourrait venir briser le talus en face de notre sortie de drainage. Une fois que la sortie est coupée au bon endroit, on installe notre grille de sortie de drain et on place notre panneau d'identification en haut. Ça a l'air de ça par après. Fait que ici, on voit, exemple, si on a besoin de combiner la sortie de drainage à une chute enrochée, ça va avoir l'air de ça. Mais sinon, on voit que c'est pas des gros enrochements. Là. On veut vraiment pas voir des enrochements larges et hauts pour rien. Un pied en haut, un pied en bas, c'est ce qu'on cherche à avoir là, plus ou moins. Là. On n'est pas dans le détail précis. Là. Puis on veut que la sortie soit à égalité des roches, que l'eau en réalité puisse couler dans les roches.
Et comme ici, on voit aussi, là, il y a même un petit peu de roche de l'autre côté du talus parce que c'est un petit fossé. Donc, c'est certain que si on ne met pas de roche ici, ça va venir briser, ça va venir manger le talus de l'autre côté. Fait que c'est un petit peu ça que ça a l'air. Puis on voit que les roches, c'est bien tapé. On était vraiment à égalité du talus, de l'angle du talus original. Fait que c'est ça que ça a l'air. On voit pas de géotextile qui ressort. Fait que c'est ce qu'on cherche à voir. Deuxième aménagement qu'on voit souvent, les chutes en rocher. Bon, c'est quoi une chute en rocher? Ben, dans le fond, c'est un talus qu'on a stabilisé par un enrochement à des endroits où il y a une concentration de l'eau de surface. Fait que c'est quand il y a une concentration de l'eau de surface, ben, c'est soit quand la topographie du champ amène une grande quantité d'eau à un même endroit. Ça peut être à la sortie d'une raie de curage ou par des travaux, exemple de nivellement, on a créé une raie de curage, donc on sait que l'eau va sortir à cet endroit-là. Ou des fois, il n'y a plus aucune baisseur, il n'y a plus aucune raie de curage, mais il y a beaucoup d'eau qui arrive à peu près au même endroit. Fait que volontairement, on va créer des entrées, des entrées enrochées au bord du cours d'eau avec des wristbands pour concentrer l'eau. C'est comme si on avait décidé, nous, c'est où que l'eau va sortir parce que l'eau, elle sort à trop d'endroits euh, après les travaux de nivellement. Donc, avant la visite au champ, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on analyse toutes les cartes qui peuvent exister, principalement les données topo pour voir justement c'est où qu'on s'attend à ce que l'eau de surface elle sorte. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, quand on va faire une visite pour des travaux de contrôle d'érosion, il faut pratiquement savoir à l'avance c'est qu'est-ce qui nous attend. Il faut le savoir, c'est où que l'eau va sortir, c'est où qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait des érosions. Il faut être prêt. Fait que quand on arrive, souvent, on va aller voir le champ, on va aller le marcher. Il n'y a pas de surprise parce que c'est vraiment la topographie. Dans la majorité des cas, la topographie va nous dire c'est où qu'il y a des risques d'érosion. Puis fait que de le savoir à l'avance, ben, ça fait qu'on ne marche pas n'importe où, n'importe quand. On sait où aller, où que c'est important. Euh, une fois qu'on est présent, on va évaluer les érosions. Euh, quand je dis qu'on va évaluer les érosions, c'est-à-dire on peut avoir, c'est pas rare qu'on va marcher un cours d'eau, exemple, je vais marcher un champ au bord du cours d'eau, puis on va voir des érosions. Mais là, il faut avoir le réflexe de se dire, est-ce que c'est de l'eau qui provient du champ ou bien c'est carrément le cours d'eau lui-même qui est en train de se briser qui a créé une érosion? Si l'érosion provient du cours d'eau, on n'interviendra pas. Par contre, ben, on n'interviendra pas. En tout cas, on ne fera pas une chute en rocher pour régler le problème, ça ne réglera pas le problème. Mais par contre, si on se rend compte qu'il y a une concentration d'eau de surface à cet endroit-là, ben oui, on va faire une chute en rocher. Puis c'est possible que la chute en rocher soit située exactement à la même place qu'une problématique de cours d'eau. Mais par contre, il y a quand même une problématique d'eau de surface, donc il faut intervenir. Il faut évaluer aussi, exemple, des fois, on va voir des anciennes sorties de fossés, des anciennes sorties de raies de curage qui existent. Puis on voit qu'il semble avoir des érosions au bord du cours d'eau. Par contre, c'est des érosions qui euh, sont stables. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus vraiment d'eau qui se jette à cet endroit-là. Donc, on n'a pas de besoin d'intervenir. Ça serait inutile s'il n'y a pas d'eau qui se jette à cet endroit-là parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits après. On n'interviendra pas. Il faut avoir dans l'idée que c'est toujours possible de combiner plusieurs érosions pour faire une seule chute en rocher. Si on voit qu'il y a, c'est exemple sur ma photo, on voit qu'il y a énormément d'entrées d'eau de surface dans le cours d'eau, ben on va voir qu'on ait le réflexe de se dire OK, c'est où que je vais placer ma chute en rocher.
Faut demander aussi au producteur, est-ce qu'il y a des travaux de nivellement futurs qui s'en viennent? Parce que s'il y a des travaux de nivellement futurs, ben, peut-être que la chute en rocher qu'on avait prévue va être inutile. Parce que si après les travaux, il n'y a plus ou moins d'eau qui se jette à cet endroit-là, on a peut-être travaillé pour rien. C'est important d'évaluer aussi la protection de la bande riveraine parce que des fois, est-ce que c'est un minimum? On demande d'avoir une certaine bande riveraine. Ça va venir protéger le cours d'eau. Fait que des fois, l'érosion est carrément là pas à cause qu'il y a beaucoup d'eau de surface qui se jette à cet endroit-là, mais carrément parce que le cours d'eau n'est pas protégé, là. Fait que ça prend au moins ça au minimum. On demande ça à nos producteurs pour qu'ils soient admissibles pour réaliser ce genre de travaux-là. Bon, pour le dimensionnement des chutes en rocheux, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de dimensionnement en réalité. L'important là-dedans, c'est pas tant de les dimensionner, c'est de les placer aux bons endroits. Fait que si, exemple, on arrive à un endroit qui a plusieurs érosions, on a localisé plusieurs érosions, bien, ça va être important de placer les chutes en rochers aux bons endroits. Fait que ici, dans dans cette capture d'écran-là, on voit un champ où le champ est nivelé. On voit qu'il n'y a pas nécessairement de récurage, quoi que ce soit. L'eau, elle sort un petit peu partout. C'est exactement la photo qu'on voyait précédemment là, avec les entrées d'eau à plusieurs endroits. Si on tire un profil, exemple, sur InfoSource, on a une carte de faire ça, là, on se rend compte qu'il y a des endroits que ça serait logique de mettre des chutes en rocher parce que il y a des légères baisseurs qu'on n'aurait pas été capable de voir au champ, mais en tirant un profil d'élévation, on voit que ce serait logique dans ce cas-ci, placer 4 chutes en rocher. L'eau serait bien distribuée, ça serait pas trop, il n'y aurait pas de trop grands bassins versants. Puis ça serait la bonne façon. Puis pour s'assurer qu'il y ait le plus possible d'eau de surface qui se jette à ces endroits-là, ben, entre chacune des chutes, on pourrait placer des riz-bennes, puis s'assurer que les riz-bennes amènent l'eau vers les enjeux. Une fois que ça c'est fait, on va évaluer la superficie qui est drainée par la chute en rocher. Si la chute en rocher draine moins de 10 hectares, on peut y aller avec une chute en rocher qui est standard. Quand je dis standard, ça veut dire un calibre de pierre de 4 à 8 pouces selon la fiche des déversoirs en rocher. C'est considéré comme un ouvrage standard, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un dimensionnement. On va prendre la pierre de 4 à 8 pouces, puis ça va marcher. Si c'est plus que 10 hectares, ben là, il y a un dimensionnement qui est nécessaire parce que c'est fort possible que la chute en rocher soit plus large, un tablier plus long, puis de la pierre plus grosse. On ne rentre pas là-dedans, mais si ça vous arrive, sachez que on n'est pas dans un ouvrage standard. Après ça, on va évaluer la quantité de pierre qui est nécessaire. Bon, j'ai mis des flèches, des mesures, qui dit, bon, ben, dans le fond, évaluer la quantité de pierre, ben, on va faire la longueur. On va partir du fond du cours d'eau, parce qu'il faut enrocher dans le bas du cours d'eau, le talus, puis on va se rajouter le tablier d'entrée. Fait que ça, c'est vraiment important. Quand on va faire notre visite, c'est des mesures qu'il faut connaître. Quand on voit un site, pour voir, ben, ça va être à peu près quelle longueur d'enrochement qui va être nécessaire. Fait on prend ce genre de mesures-là. La largeur, ben, pour une chute standard, la chute va être d'une largeur de 3,5 mètres, c'est-à-dire environ la largeur du géotextile. Puis au tablier d'entrée, ben, c'est un petit peu plus large. C'est 4,5 mètres. On va le voir plus loin parce que de chaque côté de la chute en rocher, on vient faire des riz-bennes. Puis ces riz-bennes-là, on met une bande de géotextile pour faire une transition entre la riz-benne et la chute en rocher. Puis ça, c'est environ 0,5 mètres de chaque côté de plus qu'on doit calculer. L'épaisseur, quand c'est une chute standard, ben, 0,3 mètres, c'est l'épaisseur. Fait que si on calcule la longueur fois la largeur, fois l'épaisseur, fois la densité de la pierre, ben, ça va donner un tonnage. La densité de la pierre est indiquée ici, 1,8 tonnes par mètre cube.
Pour le géotextile, ben, dans le fond, c'est pas compliqué. On va prendre toute la mesure qui est en rouge, c'est-à-dire la longueur, puis on va se rajouter un 2 mètres pour venir placer nos petites bandes de géotextile sur les risbernes ici qu'on va voir un petit peu plus loin. Bon, pour réaliser la chute en rocheux, en réalité, c'est important on va creuser notre tablier de sortie, clé d'ancrage si on veut, au fond du cours d'eau. On est un petit peu plus creux que le fond du cours d'eau, environ peut-être 2 pieds plus creux. La largeur de l'enrochement, ben, de notre enrochement, comme on disait, c'est 3,5 mètres. On va y aller un petit peu plus large, comme dans le cas des sorties de drainage, pour être certain qu'on soit capable par après de venir ancrer notre géotextile de chaque côté. On monte jusqu'en haut. On va faire notre tablier d'entrée, qui est généralement, en tout cas, c'est au minimum 1 mètre, je dirais même 1,5 mètre. C'est encore mieux. Là, on parle toujours des enrochements, des chutes enrochées standards. Puis on vient faire une petite coche plus creuse pour ancrer notre géotextile au bout du tablier. On le voit peut-être un petit peu sur la photo, là, mais c'est ça. Ici, là, c'est comme plat, ou à peu près plat. Puis là, on creuse plus creux. Puis après ça, on remplit ça de terre. Puis fait que là, on est certain que notre géotextile est bien ancré. De chaque côté de la chute enrochée, c'est le début des risbernes de chaque côté. Il y a toujours au moins une petite risberne de chaque côté de 2-3 mètres et plus si nécessaire. Si, par exemple, on a fait une longue risberne parce qu'on veut diriger beaucoup d'eau, ben là, la risberne, évidemment, ne sera pas juste 2-3 mètres, elle peut être beaucoup plus longue, des dizaines de mètres. Fait que ces bandes-là ben, sont recouvertes d'un géotextile. On va les ancrer de même façon, puis après ça, ben, on est rendu à enrocher le tout. L'important, je reviens ici, là, quand on regarde le dessin ici, là, les bandes de géotextile, quand ils se chevauchent, évidemment, les risbernes, les géotextiles les plus passent par-dessus le géotextile du centre de la chute pour être certain que l'eau ne vienne pas se glisser sous le géotextile du centre de la chute qui viendrait en réalité détruire notre chute en rocher à cause de l'infiltration de l'eau en dessous de la chute, en dessous du géotextile. Fait que grosso modo, ça ressemble à ça. Quand on parle de risberne, quand je vous dis que la risberne peut être plus longue, ici on a un cas qu'on veut venir chercher beaucoup d'eau de surface. Fait qu'on va créer une risberne. En réalité, quand on crée une risberne, ben, on fait juste enlever en réalité là, avec la pelle là, une petite bande de terre. Puis cette terre-là, on la prend, on la dépose sur le bord du talus en ayant une pente assez douce, là, ce qui fait que le producteur va être capable de l'entretenir. Puis tu sais, c'est sûr que en réalité, ça a l'air d'être un peu un genre de dos down sur le bord, mais il ne faut pas s'inquiéter. Premièrement, on est dans la bande riveraine, le producteur n'est pas supposé aller jouer là. Fait que, oui, c'est plus haut, mais d'un autre côté, le producteur, c'est pas supposé être dans ses jambes, il n'est pas supposé cultiver là d'une manière ou d'une autre. Fait que ça ne change rien, puis ça va arriver à peu près à égalité avec notre tablier d'entrée. Puis évidemment, ben, le fond de la risberne, en réalité, ben, lui, il faut qu'il soit vraiment dirigé vers notre chute en rocher. Il ne faut pas qu'il y ait de trous entre les deux là, qui va créer des accumulations d'eau qui va venir risquer que notre risberne défonce. Donc, ça a l'air de ça après. Fait que on voit ici certaines chutes avec une risberne une fois engazonnée, des tabliers d'entrée. Ça a vraiment l'air de ça. Là. Des fois, une image vaut 1000 mots, là, mais ça a l'air de ça. Bon, ici, la chute est un petit peu cachée, mais à la fonte des neiges, on voit que l'eau de surface se concentre vers la chute, puis tout tient. Le dernier aménagement que je vais parler, c'est les ponceaux à valoir. Bon, les ponceaux à valoir, c'est des aménagements qu'on fait dans les champs des producteurs, dans les fossés. Puis, c'est pour faire de la sédimentation puis de la rétention d'eau.
pour être admissible, ces aménagements-là doivent avoir une capacité de plus de 15 mètres cubes à l'hectare. On va voir tantôt comment le calculer. Puis le terrain doit être plat, moins de 1% de pente sur le long. Pourquoi? Ben, parce que si on a trop de pente, ben, premièrement, la capacité de rétention du fossé va être minime. Puis deuxièmement, si la pente est plus forte que ça, s'il y a un débordement de notre aménagement, notre ponceau à valoir, ben, il risque d'avoir une érosion entre l'entrée de la valoir puis la sortie. Fait que, en réalité, on va peut-être avoir fait un petit peu de rétention d'eau dans le fossé, mais tous nos bons efforts vont être perdus à cause de l'érosion qui va se faire entre la valoir puis le cours d'eau. C'est pour ça on veut appliquer ces genres de solutions-là dans des terrains plus plats. Fait que là, comment on fait pour les trouver, ces sites-là? Ben, quand on va voir un champ, faut essayer de trouver c'est où qu'il y a des sites, des fossés potentiels sur le site. Bon, généralement, pour obtenir notre 15 mètres cubes à l'hectare, ben, faut avoir une profondeur de fossé d'au moins 0,9 mètres, 3 pieds. Pente faible, évidemment. Plus la pente est faible, plus on a de la capacité de rétention. Il faut s'assurer avec le producteur que ce fossé-là va être conservé. T'sais, si, exemple, il y a plein de fossés dans le champ, puis que dans 2 ans, 3 ans, c'est prévu qu'il y ait des travaux de nivellement pour les éliminer, mais on ne fera pas de ponce à valoir à ces endroits-là. Parce que une fois le fossé rempli, c'est terminé la rétention d'eau, il n'y en aura pas. On évalue la profondeur des fossés, la pente des talus du fossé, la pente du fossé. Bon, ça, c'est plus ou moins lors de la visite. Là, on peut l'évaluer via exemple, les données sur InfoSol là, avec la topographie. Bon, quand on arrive au niveau de la conception, il faut évaluer, évidemment, on cherche à avoir un 15 mètres cubes à l'hectare. Il faut savoir quelle superficie qui est drainée par ce fossé-là. Fait qu'on calcule, on évalue la quantité d'eau qui se jette à cet endroit-là. Comme ici, en mauve, on voit la superficie, en tout cas, qu'on pense qui se jette à cet endroit-là. On évalue la pente du fossé en tirant un profil dans la dernière portion du fossé. Puis après ça, ben, c'est simplement d'évaluer une capacité de rétention. Fait que on a besoin de savoir c'est quoi la pente, c'est quoi la profondeur, c'est quoi la largeur du fond du fossé. Si on met tout ça, toutes ces valeurs-là dans notre formule, ben, on va obtenir notre capacité de rétention. Si, exemple, on n'aurait pas la capacité voulue, exemple, on arriverait à un 12 mètres cubes à l'hectare, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'on pourrait dire, bon, ben, je vais surcreuser légèrement mon fossé pour avoir une plus grande capacité. Puis en faisant ça, bien évidemment, toutes les valeurs changent. Donc, en essai-erreur, on s'est capable de voir, d'obtenir les résultats voulus. C'est sûr que là, on ne veut pas non plus, on veut pas non plus créer des surcreuser, amener d'autres problématiques pour juste obtenir notre 15 mètres cubes à l'hectare. Fait que, tu sais, il faut garder ça, il faut être dans le gros bon sens. Là. C'est un petit surcreusage de quelques pouces, ça va, là, mais on n'ira pas surcreuser de 3 pieds pour obtenir notre quantité voulue. Là. Si ça ne marche pas, si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas. C'est pas grave. Là. Bon, une fois qu'on est certain qu'on a notre 15 mètres cubes à l'hectare, ben là, il faut savoir quelle conduite on va installer. Il existe dans le guide que Hélène a présenté plus tôt, là, il existe une charte qui dit selon le type de sol, selon la superficie qui est drainée, quelle grosseur de tuyau utiliser. Si on est plus que 10 hectares, ben, ça voudrait dire qu'un dimensionnement est nécessaire. On ne rentre pas là-dedans, mais s'il y a un dimensionnement qui est nécessaire, ben, là, on oublie la charte, il faut le dimensionner.
Faut évaluer le nombre de perforations de notre avaloir. Fait que selon le débit, ben là encore là, il faut évaluer le débit. Il y aurait une charte ici qui nous dirait quel nombre de trous qu'on veut installer. Dans notre avaloir, généralement, étant donné qu'on veut faire de la sédimentation, on va installer moins de trous au bas de notre avaloir et plus de trous en haut. Comme ça, ben, il y a beaucoup de sédimentation qui se fait au début, puis plus ça monte, plus là, notre avaloir commence à faire le travail, si on veut, à avaler beaucoup plus d'eau. On n'utilise jamais des avaloirs Hickenbottom dans ces cas-là. Ça peut être utilisé dans d'autres cas, mais dans un cas de ponceau avaloir, on n'utilisera pas ça parce que les Hickenbottom, les trous sont déjà faits. Il y a énormément de trous. La colonne d'eau est très haute, fait que c'est plus propice pour qu'il y ait des débordements. On veut pas ça. Ça fait pas de sédimentation, puis on n'a comme pas ça déborde souvent là, parce que la tête d'eau, il n'y en a pas en réalité. Tout passe par des trous. L'eau passe jamais par la gueule la gueule de l'avaloir. Fait que c'est pas ce qu'on souhaite. Bon, pour aménager le pont Saint-Laure, on commence en creusant notre tranchée. On vient se placer un petit peu comme la sortie de drainage, environ 0,3 m du fond du cours d'eau. On installe le tuyau à une pente minimum, au moins peut-être 1,15 %. Après ça, on place notre tuyau dans le fond. On installe toute la quincaillerie. Puis on vient mettre notre ponceau, mais le coude à une certaine hauteur par rapport au haut du talus. On vise à 1,3 m minimum, là, justement pour que quand ça cherche à déborder, on ait une bonne colonne d'eau par-dessus ici. Là. Fait que, plus la colonne d'eau est haute, plus il y a beaucoup d'eau qui va rentrer à l'entrée. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus que ça soit, exemple, très, 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 très haut, parce que là, il n'y aura plus d'eau pendant qui va passer, il n'y aura plus de sédimentation qui va se faire. On remblaye le tout. À la sortie, on va faire une chute en rocher, comme qu'on a vu tantôt. Puis à l'entrée, on va creuser un bassin de sédimentation au début parce qu'on sait qu'il va déjà avoir de la sédimentation. On finit ça avec une pente très douce pour rejoindre le fond du fossé actuel. On place notre géotextile plus large que la tête du fossé, si on veut, pour être certain d'être capable de bien l'ancrer. Un petit peu le principe de la sortie de drainage. On place le géotextile et on met la roche par après. Puis on perce nos trous. Ça a l'air de ça, une fois les travaux réalisés. Parfois, on met du grillage, parfois, on met pas de grillage. Ça dépend. Moi, j'aime bien ne pas mettre de grillage parce que c'est plus facile d'entretien, parce qu'on va le voir plus loin, mais un grillage, c'est le fun, mais c'est pas parfait. Bon, fait que l'entretien de ces aménagements-là, ben, à chaque printemps, on va faire le tour, un petit peu comme nos sorties de drainage. On va s'assurer qu'il n'y a pas de résidus à l'entrée de nos aménagements. On s'assure qu'il n'y a pas de résidus dans les trous. S'il y en a, ben, on peut juste venir repercer les trous pour s'assurer que l'avaloir avale. Si le bassin est plein, on le nettoie. On garde une bonne bande engazonnée autour du bassin. Puis, dans le fond, on voit ici, là, c'est ça que ça a l'air, là, les grillages qu'on met à l'entrée des avaloirs. C'est pour ça que j'aime moins en appliquer, parce qu'après, exemple, une année de soya, à la fonte des neiges, on voit que ça vient tout colmater autour, ce qui fait que notre aménagement ne fonctionne plus, donc ça va toujours déborder. Fait que là, notre aménagement, là, de un, le fossé va être plein, puis de deux, ça va déborder. Donc, risque d'érosion, c'est pas ça qu'on cherche à avoir. C'est plus facile d'entretenir en mettant de la roche autour, en faisant comme une genre de pyramide de roche autour de notre avaloir.
Bon, information générale sur la pierre. Bon, généralement, on utilise de la pierre de 4 à 8 pouces. On peut utiliser de la pierre un petit peu plus petite, exemple, pour faire parfois des voies d'eau enrochées, des entrées d'avaloir. On pourrait utiliser de la 2 à 4 pouces. Ça prendrait un petit peu moins de pierre. Mais en général, on essaie d'utiliser tout le même calibre de pierre pour tous nos aménagements. Si on ne fera pas venir un tiers de voyage pour faire de quoi en particulier, là, si on peut juste prendre le même calibre. Des fois, on a besoin de stabiliser notre chute en rocher, le bas de notre chute en rocher, parce qu'elle est située dans un gros cours d'eau, ben, on pourrait utiliser dans ce cas-ci de la 8 à 12 pouces. La densité de la pierre, on l'a vu tantôt, c'est 1,8 tonnes par mètre cube environ, ce qui fait que dans la réalité, au champ, ben, c'est des camions de 10 roues qui vont venir livrer ça, c'est soit 16, soit 20 tonnes. C'est important de le savoir parce qu'on va essayer de séparer notre tonnage par aménagement. Fait que, puis, il faut savoir qu'on peut séparer un camion en deux, peut-être en trois, mais ça s'arrête là, pas plus que ça. Fait que, c'est pour ça qu'il faut être précis dans nos choses, mais il y a dans notre évaluation de matériaux, mais ça a ses limites. On évite le tout venant. Tout venant, c'est de la pierre, exemple 0,24 pouces, ce qui fait qu'on va avoir plein de quasiment poussière de roche, mais on peut avoir aussi des monstres de pierre. On peut rien faire avec ça. Faut tout trier la roche. Il y a du risque de colmatage si on l'utilise autour des avaloirs. Fait que c'est pas souhaité. Les diamètres qui sont en haut, c'est ceux qu'on prend le plus souvent. Pierre des champs, on peut utiliser ça, mais seulement si le calibre de la pierre est uniforme, pas trop rond. Si c'est trop rond, ça risque de débouler. On va le prendre si c'est proche du site des travaux, parce que si c'est pas proche du site des travaux, ça va nécessiter des gros coûts pour aller chercher la pierre, puis déjà qu'on sait qu'elle est probablement moins, parce que c'est moins adéquat de l'utiliser que de la pierre de carrière, ben tu sais, ça vaut pas la peine. Généralement, c'est plus pour autour des sorties de drainage, autour de la valoir, ou dans des chutes en rocher quand la pente est très faible. Si la pente est forte, ça ne tiendra pas. Les pierres, ils sont majoritairement ronds, donc ça risque de rouler, donc de débouler. Ce qui va faire que la chute en rocher, ça va être seulement du géotextile, donc il risque que la chute soit défaite. Bon, on a vu dans les aménagements que j'ai présentés, il y a tout le temps du géotextile. On cherche à avoir ces modèles-là ou équivalents dans d'autres marques. La majorité du temps, c'est des rouleaux de 3,5, 3,8 mètres. Il existe aussi des demi-largeurs. Par exemple, quand on fait beaucoup de protection de sortie de drainage, ça existe. Mais généralement, évidemment, on va faire juste venir une sorte de géotextile sur les travaux. Bon, la planification, ben, on veut avoir un entrepreneur, quand on réalise les travaux, on veut avoir un entrepreneur qui est RBQ, qui a une certaine qualification, même si ce n'est pas tout le temps des gens qui sont spécialisés pour faire ces genres d'aménagement-là. C'est important de livrer la pierre avant les travaux, de la distribuer selon les sites. Puis si c'est pas possible de la livrer avec le camion, ben on peut faire un transfert avec le tracteur puis une remorque de la ferme. On achète le matériau à l'avance. Puis le géotextile aussi, si l'entrepreneur ne le fournit pas, on s'assure qu'on a tout reçu les bons matériaux pour ne pas être pris au dépourvu quand on arrive pour réaliser les travaux. Puis, on prévoit toutes les petites choses qu'on va avoir besoin. Exemple, un exacto, une petite pelle pour creuser, un ruban, une perceuse, justement pour ne pas courir après ça là, une fois qu'on a les mains dedans. Quand on est rendu à réaliser les travaux, ben, c'est pas bien compliqué. Là, il y a de l'excavation, on place nos matériaux, les géotextiles, on met la pierre. La finition est super importante. Il n'y a pas une étape qui. Toutes les étapes sont importantes là-dedans. La protection, une fois que les travaux sont réalisés, on ensemence autour des aménagements qu'on a fait pour ne pas laisser ça à nu. On installe nos pancartes. Puis, une fois que tout ça est réalisé, ben, on est prêt à faire notre constat. Photo,
mesure.gps, c'est ça. Fini.